J'ai rencontré les jeunes qui ont accepté de témoigner pour ce document lors de mon expérience à l'ASMO. L'ASMO, c'est un petit service expérimental que j'ai créé il y a un peu plus de 10 ans sur Montpellier, qui propose un accueil et un suivi spécialisé à des jeunes de 16 à 21 ans, exclus de tous les dispositifs. Ces jeunes ne sont donc pas représentatifs de la majorité des jeunes accueillis en protection de l'enfance, encore moins de tous les jeunes dont les parents souffrent de troubles psychiatriques, dont les études nous disent que la plupart ont une évolution très favorable. Eux ont en commun d'avoir été placés dans la petite enfance, après avoir vécu 2 à 3 ans avec des parents qui souffraient de troubles de santé mentale, d'avoir vécu un placement long et stable dans l'enfance, interrompu en raison de troubles du comportement très importants à l'adolescence. Ils ont également en commun d'avoir fait leur entrée dans l'âge adulte en situation de handicap. Voici une brève présentation de leur parcours avec quelques précisions pour une meilleure compréhension. La mère d'Alexandre a un diagnostic de trouble psychotique. Sa vulnérabilité a occasionné un placement d'Alexandre à 2 ans, mais à 7 ans, sa mère ayant rencontré un compagnon qui paraissait stable, un retour en famille a été décidé. Il développe des troubles anxieux et dépressifs et son état nécessite aujourd'hui de longues hospitalisations. La mère de David a également un diagnostic de trouble psychotique. Il a un souvenir idyllique de sa vie en famille d'accueil et a développé d'importants troubles du comportement après le décès du mari de son assistante familiale qui ont mené à la rupture de l'accueil. David a depuis des années des traitements lourds qu'il aimerait arrêter mais ne connaît pas son diagnostic. Élodie, elle, est plutôt marquée par les comportements induits par la pathologie de sa grand-mère, chez qui elle a été placée de 3 à 15 ans. Pathologie jamais reconnue ni identifiée, mais qu'Élodie identifie aujourd'hui comme à l'origine de ce qu'elle appelle la destruction de toute la famille. Michael a un diagnostic de schizophrénie. Malgré la réalité de l'état civil, il a développé la conviction que sa mère, Martine, qui a aussi un diagnostic de schizophrénie, n'est pas sa mère. Il a un regard très négatif sur son père en raison de troubles des conduites sexuelles qu'il ne peut accepter. Je sais que ma mère, elle est psychotique. C'est une forme de schizophrénie. Disons qu'elle est déconnectée un peu de la réalité en fait. C'est comme si elle se comportait comme un robot, comme si elle n'éprouvait pas de sentiments. Pourtant, elle doit bien en éprouver. Voilà, c'est vraiment le terme, on a l'impression qu'elle est déconnectée de la réalité, quoi. Ma mère était malade depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de 20 ans à peu près. Elle s'était déjà défenestrée alors qu'elle était hospitalisée. Elle s'entendait pas très bien avec mes grands-parents maternels. Voilà, ils l'ont internée en gros. C'est-à-dire que c'est eux qui ont pris la décision avec un médecin de l'interner pour des raisons que je connais pas très bien parce que j'ai pas. Voilà. Il paraît qu'elle était un peu nerveuse et que. Enfin, sa maladie, elle est maniaco-dépressive et elle est psychotique. Elle a plusieurs choses en même temps en fait. Enfin, c'est un peu compliqué le nom des maladies, etc. J'ai vécu avec ma mère, je sais pas du tout, je la connais bien, mais voilà, j'ai pas vécu avec elle, je sais pas trop. Elle montre pas ses émotions, je sais pas, dans la famille on n'est pas très émotif. On montre pas du tout nos émotions, mais moi ça va, j'arrive plus à les montrer quand je suis avec des amis, quand je suis détendu. Mais par contre avec ma mère, voilà, j'essaie de lui lancer des bisous, je t'aime, voilà, prends soin de toi. Elle le dit aussi, mais pas de la même manière. C'est pas convaincant. C'est moi, si je t'aime, c'est sans aucune émotion. Voilà, c'est peut-être les cachets qui font ça aussi. Je vois même, je la vois pas souvent rigoler. Enfin, des fois, quand je la vois rire, ça me fait, je suis content, franchement. Au fond de moi, je suis très content. Parce que je la vois pas souvent rigoler et tout. Elle fait souvent la sieste. En fait, sa vie ne doit pas être très palpitante, je sais pas, parce que à cause de ses cachets, elle peut pas. Si elle a des problèmes et tout, d'argent, elle n'arrive pas à gérer son argent et tout. Elle est sous curatelle et c'est un peu dur pour elle. Ça va, elle fait des activités. Quand je l'appelle, elle fait des activités. Elle a la baraque à jeux,
des activités et tout, mais bon, voilà, je pensais qu'elle était bipolaire, qu'elle avait un changement d'humeur et tout. En rien de temps, elle pouvait changer d'humeur en 2 secondes, mais aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'elle a, ma mère, parce que elle est paralysée, enfin, je suis pas assez souvent avec elle pour voir son comportement, mais je le vois déjà, elle a des crises d'angoisse. Quand je vais chez elle et tout, elle a des crises d'angoisse, elle est parano. Ça, c'est dû à cause des drogues qu'elle prenait avant et des cachets qu'elle prend maintenant aussi. Mon père a tué ma mère quand j'avais 3 ans. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère de mes 3 ans à mes 15 ans. À 15 ans, mon père est sorti de prison et de là j'ai fait une fugue parce que j'ai pas supporté qu'il veuille contrôler ma vie. Donc voilà, je suis arrivée au foyer de l'enfance et voilà. De ces 0 à 3 ans, je me rappelle, j'ai aucun souvenir à moi. Après j'ai des récits de ma grand-mère, comme quoi j'étais pas très bien traitée, comme quoi j'étais enfermée dans ma chambre tout le temps, je pouvais faire n'importe quoi, dessiner sur les murs. J'avais des livres porno entre 0 et 3 ans dans ma chambre. J'étais destinée à la prostitution par le côté de ma mère. C'était un peu la mafia, donc voilà. Et après, non, j'ai pas trop de souvenirs, à part avoir été très très délaissée, avoir même été oubliée dehors devant la porte, avec mon cousin qui avait 2-3 ans de plus que moi. Donc je pleurais, j'étais dans la rue, je tapais à la porte, il n'y avait personne. Et voilà, après, non, j'ai pas plus de souvenirs que ça. À 3 ans, 3 ans et demi, j'ai été placée à la DAS. J'y suis restée quelques semaines, pas beaucoup, vu que ma grand-mère paternelle m'a prise de suite. Donc voilà. Après, j'ai été directement chez elle. Ça s'est passé dans l'appartement où ils habitaient, eux, les deux. Et moi, alors, j'ai le souvenir d'y être. Tout le monde me dit que non. Et dernièrement, ma tante m'a dit, c'est pas impossible. Donc j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Mais elle m'a dit, oui, c'est pas impossible, alors que je lui dis toujours, je suis rentrée, j'ai entendu du bruit. Je pense que c'est pour ça que je suis rentrée. Et là, j'ai vu ma mère par terre, dans la cuisine. Et elle faisait des crêpes. C'est un souvenir que j'ai qu'elle faisait des crêpes. Et tout le monde me dit non. Mais je me rappelle pas de grand chose, quoi. Juste qu'elle était par terre et qu'il y a mon père qui m'a attrapée, qui m'a pris. Et comme j'étais torse contre torse, j'étais petite et j'ai vu en partant, quoi. Et j'ai essayé d'allumer la lumière, ça me marque ça. D'essayer d'allumer la lumière parce que le couloir était dans le noir et on descendait les escaliers assez rapidement. Sûrement quand j'étais peut-être à Paris, parce que ma vraie mère elle habite à Paris, ben, elle a dû soit m'abandonner, ou peut-être elle n'a pas pu s'occuper de moi. Et j'étais placé en famille d'accueil après, à l'âge d'un an et demi, 2 ans. Bah alors, ma mère Martine, je pense qu'elle m'a adopté. Parce qu'il y a plein de choses qui, en grandissant, tu t'en rends compte à un moment. Et voilà, je pense qu'elle m'a adopté, je suis même sûr. Et mon père, il a un problème, un gros problème. Mon père, il a un gros problème. Il est malade psychiatriquement et psychologique. Et c'est compliqué. Je sais pas, on me dit qu'elle est schizophrène. Est-ce que c'est vrai? Je sais même plus. Moi, je me dis dans ma tête, soit elle est vraiment malade, c'est sa maladie, elle est schizophrène, ou la deuxième solution, c'est peut-être qu'elle joue le rôle, vu qu'elle m'a adopté, elle joue le rôle de la mère schizophrène pour que je me mette en tête que, vu que quand j'étais petit, peut-être elle devait se dire, ils ont dû la prévenir, parce que moi j'ai pas une vie facile, tu vois. Ils ont dû la prévenir en disant, voilà, votre fils il va grandir, il n'a pas une vie facile, il va peut-être en grandissant, il va être malade psychiatriquement. Et eux, peut-être, ils ont dû lui dire, voilà, il faut que vous jouez le rôle de schizophrène pour
pour qu'il se mette en tête que vous êtes vraiment sa mère. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est pas ma vraie mère. Je me suis très vite bien adapté dans ma famille d'accueil. Je m'y sentais bien, enfin, à part que je me faisais souvent punir pour je sais pas, des bêtises, des trucs comme ça. Je me rappelle que je m'entendais très bien avec l'autre fille qui était placée. Là-bas, c'était comme si c'était notre propre famille, quoi. Voilà, on s'y sentait bien, etc. C'est sûr que c'est mieux que d'être chez soi avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir, surtout avec une mère handicapée. Ma naissance, à mes 18 mois, j'étais chez ma mère, mais là, je n'ai aucun souvenir. Ensuite, j'ai été dans une famille d'accueil. Ça s'est bien passé. Soit on mange au restaurant, après on faisait du foot, du tennis de table, barbecue, je jouais avec le chien et tout, il y avait un chien et tout. Je me régalais et tout. On allait à la piscine chez les voisins. Et on faisait des sorties à la montagne, à la plage. Mon arrivée à la DAS, j'ai pleuré. La nuit, j'ai fait pipi au lit. J'avais 3 ans, 3 ans et demi. Et j'ai le souvenir qu'une bonne femme était entrée dans la chambre. Elle m'a sortie du lit en furie. Elle m'a tirée par le bras et elle m'a jetée dans la salle de bain qui était froide. C'était l'hiver. Enfin, c'est pas l'hiver, mais c'était l'été. En plus, c'était en juillet, mais il faisait super froid, quoi. C'était comme l'hiver pour moi. Et c'était sale et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien et j'ai pleuré. Elle me disait, non, mais de toute façon, on pleure, tu pisseras moins, quoi. Et elle a mis l'eau froide. Donc, voilà. Et après, je suis tombée malade et ma grand-mère a gueulé un peu. De mes 1 an et demi, 2 ans jusqu'à mes 15 ans, j'étais placé en famille d'accueil. Dans ma première famille d'accueil, ça se passait bien. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais, mais il ne faut pas regarder que le mauvais non plus. Il y a eu des bons moments, on partait en vacances, on allait au ski, il m'a amené au bowling, il m'a amené partout. On partait en vacances, on sortait, il m'achetait des choses et tout ça. Et eux, ils m'ont beaucoup aimé. La première famille d'accueil chez qui j'étais, je suis resté 13-14 ans, ils m'ont beaucoup aimé. C'est comme mes deuxièmes parents. Et je les aime encore. Même en 2014, eh ben, je les aime encore. Même si je ne suis pas en contact en ce moment avec eux, mais je les aime. Parce que c'est comme mes parents. Et j'aurais préféré que ce soit ma famille d'accueil, ma première famille d'accueil, j'aurais préféré que ce soit mes parents qu'avoir un père comme ça et une mère comme ça. Bon, alors de mes 3 ans à mes 15 ans, j'ai été placée chez ma grand-mère, la mère de mon père. Et sortie de la DAS, plus de nouvelles, silence radio de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas d'assistance sociale, il n'y a personne qui vient nous voir. Il y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, mes 2 tantes et mon autre oncle. Il y a eu mon grand-père que je n'allais jamais voir. J'avais des contacts avec mon père par courrier, par téléphone des fois, qui était à la prison, qui est passé un peu par toute la France. Ça se passait comment à la maison? C'était très sévère, très strict. J'avais pas le droit de contact avec filles et garçons, ni par téléphone, ni rester 5 minutes en bas de l'appartement. J'avais droit à rien. Ma grand-mère me disait que j'étais une princesse, quoi, parce que j'avais une chambre magnifique, parce que voilà, j'ai une bonne éducation, etc. Mais malgré tout, je pouvais rien faire. Donc voilà, j'étais un peu séquestrée, quoi. Donc j'ai été remis chez moi, j'avais 6 ans et demi, j'avais bientôt 7 ans. J'étais en C1. Moi je me rappelle que j'étais très fier de retourner chez moi, même si il y avait eu des bonnes périodes dans ma famille d'accueil. Et pour moi, ma mère, elle était normale à cette époque-là. Je me posais pas trop de questions sur ma mère. Et mon beau-père était très gentil. Enfin, à cette époque-là, on m'offrait beaucoup de cadeaux et tout ça. Mais je me rappelle que je le haïssais un peu parce que, voilà, je sais pas, parce que je voulais protéger ma mère. Déjà à 7 ans, je suis un peu plus conscient de ce qui se passe. Il a été décidé que je sois remis chez mes parents, mais ça s'est pas décidé comme ça. Ma mère a rencontré
un monsieur. Ils se sont rencontrés, donc lui il dormait dans la rue à la base. Avant il habitait à Nice, mais il était venu sur Montpellier pour être proche de ses parents en fait. Et puis ma mère l'a rencontré sur un banc un soir comme ça. Et elle lui a proposé de dormir chez elle. Il n'a pas refusé, voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. De cette relation est née ma sœur. Disons qu'à partir du moment où est née ma sœur, ça a fait que ma mère s'est sentie beaucoup mieux en fait. Le fait qu'elle connaisse quelqu'un qui soit considéré comme normal, elle l'a beaucoup aidé dans le fait qu'elle me récupère en fait. Quand j'étais placé en famille d'accueil quand j'avais 2 ans, ben, je la voyais tous les samedis. Tous les samedis. La famille d'accueil, la première famille d'accueil chez qui j'étais, je suis resté 13-14 ans, eh ben, tous les samedis, elle m'amenait la voir à Nîmes. Elle m'amenait la voir et elle me récupérait le soir vers 18-19 heures. C'était des visites médiatisées, une fois tous les 15 jours. Je me rappelle, c'était à Perplantade. Et j'allais la voir et tout, il y avait des éducateurs et ma famille d'accueil. Et je la voyais pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Ça dépend des fois. On partageait quelques moments, on discutait. Moi, je jouais avec le ballon qu'elle m'amenait et tout. Je lui faisais des cadeaux et tout. Il y avait des visites, oui, je la voyais assez brèvement en fait. Et mes grands-parents, je les voyais pas tous les week-ends. Alors que ma mère, je la voyais que une fois toutes les 2 semaines, c'était assez bref. Ben, moi, quand j'étais jeune, je me posais pas trop de questions sur ma mère. Je me rappelle que je l'aimais beaucoup et que j'étais jaloux à chaque fois qu'elle rencontrait un monsieur, etc. Donc, J'avais des contacts avec mon père par courrier, par téléphone des fois, qui était à la prison, qui est passé un peu par toute la France. Et pour dire que je me doute que c'était pas vraiment ma mère, je m'en suis rendu compte. Parce que déjà à l'âge de, je sais pas, je vais pas exagérer, mais vers l'âge de, je sais pas, peut-être 6 ou 7 ans, des fois j'ai donné des coups de pied, je disais t'es pas ma mère, t'es pas ma mère. Je le sentais que, je sais pas, je sentais que c'était pas ma mère, je le sentais. Ben, tout le temps je clignais des yeux et je me demande si on m'a pas fait des misères parce que les petits qui ont été maltraités, eh ben, en grandissant ils clignent des yeux comme ça, ils clignent des yeux. Ça c'est un signe qu'ils ont été pas bien traités ou qui ont vécu des choses fortes. Pas forcément ils ont été tapés ou battus, mais ils ont vécu des choses fortes. Voilà, moi quand j'étais petit, je clignais des yeux tout le temps. Quand on s'approchait vers moi, je faisais ça comme si on m'avait fait comme si on m'a tapé quand j'étais petit. Je me grattais, je me faisais saigner jusqu'à avoir de l'eczéma, je me faisais saigner. J'avais des boutons de partout. Ma famille d'accueil, elle peut vous le dire. Voilà. Et même, voilà encore, même des fois quand j'étais petit, enfin petit, ça a duré jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je me lavais pas. C'est pas parce que j'étais pas propre. C'est parce que moi je pense que quand j'étais petit, depuis tout petit, jamais j'avais envie de prendre ma douche. Je me demande si je voulais pas garder l'odeur de ma vraie mère. Je voulais peut-être garder son odeur, alors je me lavais pas. Mais c'est pas parce que je suis sale, c'est parce que je sentais qu'il y avait l'odeur de ma mère et que je voulais la laisser sur moi. parce que ma mère rencontrait des personnes qui étaient un peu spéciales, on va dire, entre guillemets. Et donc du coup, moi, mon rapport avec mes beaux-pères n'était pas toujours très facile. Voilà. Je me rappelle que quand j'étais tout petit, elle avait rencontré un gitan, enfin bref, voilà. Et cette personne s'amusait à mettre des mégots de cigarettes sur ma peau pour la brûler, etc. Donc, alors que j'étais bébé. Donc ma mère était enceinte et mon père ne voulait pas qu'elle fume pendant qu'elle était enceinte. Ce qui peut se comprendre, mais bon, lui fumait, donc il y avait une espèce de rivalité comme ça.
Il arrivait souvent de lui mettre la main dessus, en fait, de la taper. Ma mère s'est défenestrée parce que mon beau-père faisait que lui dire que c'était une niquée de la tête, etc. Elle s'est défenestrée alors que Richard avait 2 mois. Donc ma mère se défenestre. Mon beau-père vend la maison qui appartenait à ma mère, que ses parents lui avaient payée, à la va-vite. Il la vend une bouchée de pain. Donc les services sociaux rentrent dans notre vie, parce qu'ils n'y étaient pas avant. Nous allons habiter dans un endroit réservé aux gens qui travaillent à l'armée. C'est un changement de lieu, mais la situation reste la même, quoi. C'est-à-dire que mon beau-père bat toujours ma mère, il me bat aussi à moi. Et puis souvent il me reproche, et je m'en rappelle ça aussi, c'est très important, il me reprochait de ne pas être son fils, son vrai fils, quoi. Il me disait, voilà, ton père, etc. Enfin, il parlait souvent de mon beau-père, de mon vrai père, en disant, peut-être qu'un jour tu voudras aller le retourner le voir, etc. Je ne suis pas ton père, il jouait de ça, quoi. Donc j'étais bien conscient que j'étais pas son fils, etc. Pourquoi il me battait? Peut-être parce que j'étais l'aîné. Enfin, il disait en gros que l'aîné devait prendre la responsabilité sur les autres. Dès qu'il y avait un problème, c'était moi qui prenais. Ou sinon, c'était ma mère, mais c'était pour... Enfin, principalement, c'était ma mère. C'est-à-dire parce qu'elle fumait. Donc lui, ça le dérangeait. D'ailleurs, il y a une photo très marquante où on voit ma mère qui est battue et ça se voit sur son visage. Elle porte dans sa main Richard, et Richard qui est très gros parce que sans doute je sais pas, peut-être il le nourrissait trop bien, je sais pas. Enfin, mais cette image elle est très marquante, je l'ai pas là sur moi, mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle très bien cette image où on voit ma mère qui est toute maigre, qui est battue, avec Richard qui est très gros, et elle lui donne le biberon, quoi. À partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis senti comme si il y avait 2 mondes, comme s'il y avait le monde extérieur et le monde intérieur, qui est la famille, etc. Je me sentais, oui, effectivement, en décalage par rapport aux autres. Car je me doutais bien que dans les autres familles, ils ne devaient pas se disputer pour des détails. Pareil, quand on se rend compte aussi qu'on a une mère qui est plus fragile que les autres mères, ben, on a tendance à se sentir aussi différent. À l'école, le regard des autres sur vos parents, le questionnement des autres, etc. Quand on est enfant, il vient très vite un âge où on se pose des questions, quoi. Sans doute l'âge de raison, peut-être, je sais pas, mais il vient très vite un âge où on se pose des questions sur sa propre situation par rapport à celle des autres. J'avais l'impression que les autres familles étaient plus soudées. C'est l'impression que j'avais en tout cas. Peut-être que c'était pas le cas, hein, mais j'avais l'impression que les autres familles étaient plus soudées que l'était la mienne. Quand j'avais, je sais pas, je vais pas abuser, peut-être j'avais 12-13 ans, ben, une fois je me rappelle, je suis allé chez elle, comme tous les samedis, et un jour elle me dit ouais, les nuages veulent m'étouffer, je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit, les nuages veulent m'étouffer. J'ai dit mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit ouais, les nuages ils veulent m'étouffer, rentre pas dans la chambre, et ci et ça. Moi, j'étais un peu traumatisé. Et après, le soir, quand la famille d'accueil est venue me chercher chez moi, enfin chez ma mère, ma adoptive, ben, j'en ai parlé à la famille d'accueil. La famille d'accueil, elle a appelé direct, je pense, son infirmière ou ça, je sais plus qui. Et elle a été hospitalisée. Et même plusieurs fois, tu vois, il y avait une émission aussi qu'elle a regardée, c'est avec Olivier Mine, un truc comme ça. La cible, voilà, la cible. Un jour, je suis allé chez elle et elle regardait la télé. Et
Et je suis arrivé comme tous les samedis, plusieurs fois elle m'a fait des coups comme ça. Et je suis allé la voir comme tous les samedis. Et une fois elle me dit ouais, elle regardait l'émission La Cible. Elle me dit ouais, Olivier Mine il veut m'escroquer, il m'a escroqué de l'argent. Et j'avais envie de dire tu délires ou quoi. Peut-être elle était pas bien, je sais pas. Et j'en ai encore parlé à ma famille d'accueil. Et elle a prévenu ceux qui la suivaient. Vers mes 8-9 ans, elle m'appelait complètement bourré. Elle m'a insulté, enfin, elle s'énervait contre moi et tout. Moi je comprenais pas. Je demandais à ma famille d'accueil mais qu'est-ce qui se passe, et elle me disait ouais elle n'est pas dans son état là, elle n'est pas bien et tout. En fait c'est parce qu'elle avait consommé de l'alcool et ça la rendait un peu barge, un peu hystérique, parano. La dernière fois j'étais en plein sommeil, j'ai tapé dans le mur et elle a cru que j'allais la frapper. Et à ce moment-là elle avait consommé de la résine de cannabis. Quand j'étais pas chez moi, ma grand-mère fouillait ma chambre de fond en comble. J'ai retrouvé des objets du plafond sous le lit complètement retournés, pas rangés. J'avais pas d'intimité. J'avais une photo de ma meilleure amie et elle me l'a enlevée. Ça a été un gros choc. Du coup, j'étais seule parce que ma grand-mère, impossible de lui dire quoi que ce soit, vu que dès que je lui disais est-ce que je peux sortir, elle me mettait une gifle. Donc voilà, j'étais enfermée, j'étais seule. Et pas question d'en parler à mes copines ou aux infirmières du collège, de l'école, ni rien, parce que de toute façon, je me dis qu'ils ne comprendraient pas. Donc à 15 ans, je suis rentrée au foyer de l'enfance. J'y suis rentrée parce que mon père était justement sorti de prison. On avait passé une semaine ensemble à la maison chez ma grand-mère qui était venue habiter chez nous. Et j'ai pas supporté, c'était très très bête, qu'ils me disent tiens, tout à l'heure tu vas manger des fraises. Voilà. Alors qu'ils savaient pas si j'aimais ou pas. Ils savaient pas du tout, donc ça m'a insupportée, mais au plus haut point. Et je suis partie. Voilà, je suis partie. Et de là, j'ai dit à ma tante, je veux changer de famille. Donc en pleurs, ma tante, moi j'étais pas très bien non plus, quoi. J'étais assez triste de la voir comme ça surtout, mais j'étais vraiment déterminée à partir et je me demandais, en fait, les premières questions qui me sont venues, c'est qui c'est qui va s'occuper de ma grand-mère? Qui c'est qui va mettre ses médicaments dans le pilulier? Qui c'est qui va lui acheter sa baguette le matin? Et je me suis dit, mais je suis indigne, quoi. Je suis méchante, quoi. Enfin, c'est horrible de penser ça parce qu'on se sent vraiment ingrate. C'est vraiment affreux. C'est un sentiment de trahison presque parce qu'on se dit, c'est elle qui m'a accueillie, c'est elle qui m'a aidée, qui m'a bordée, qui m'a aidée quand je pleurais, qui m'a soutenue tout le temps. Alors qu'en contrepartie, elle m'a bien fait souffrir aussi, quoi. Elle m'a un peu détruite psychologiquement. Donc, mais on se sent vraiment minable, quoi. On se dit, c'est moi qui l'ai détruite en fait. C'est moi qui vais la faire mourir, c'est moi qui l'ai tuée. C'est moi qui vais la tuer. Et surtout, comme je l'entendais, c'est ma grand-mère qui me disait, tu vas me tuer, c'est toi qui vas me faire mourir. Donc du coup, quand elle est morte, c'était pas super. Et du coup, il y a eu tout un travail à refaire. Ouais. Mais après, voilà, quand je suis rentrée au foyer de l'enfance, ça a été très très compliqué parce que je suis passée d'un univers très très fermé, très dur mais très gentil aussi,
un univers de violence et de jeunesse, parce que moi, chez moi, c'était que des vieux, entre guillemets. Il y avait mes 2 tantes, mes 2 oncles et ma grand-mère. Alors du coup, voilà, il n'y avait que des jeunes avec des éducateurs. Je me disais, c'est quoi leur rôle en fait? Est-ce qu'ils sont là pour éduquer, dans le vrai sens du terme, ou est-ce qu'ils sont là pour me soutenir, m'accompagner? C'est un peu ambigu. Le terme est ambigu. Donc je me suis posé énormément de questions comme ça. Et je me suis dit surtout, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde jusqu'où tu es arrivé. Enfin, et c'était moi la coupable. Parce qu'en plus d'être partie de la maison, c'est toi qui vas me tuer, etc. Donc on a tout ça à assumer avec les autres qui racontent leur vie, qui disent bah, moi j'ai vécu ça, des cas extrêmes, et on se dit mais moi je suis rien à côté. Je fais du mal pour rien. C'est compliqué. On m'a placée en famille d'accueil et en fait j'ai pas supporté le côté familial. C'était vraiment, pour moi c'était bizarre. C'était logique, il y avait un papa, une maman, des enfants, mais ça sonnait pas. Parce que c'était pas ma famille, parce que je les connaissais pas et qu'ils me connaissaient pas et qu'ils voulaient m'aider. Je comprenais pas comment on pouvait vouloir aider quelqu'un qu'on connaissait pas en fait. Sans avoir vécu avec, c'était compliqué. Juste avec un résumé sur du papier, c'est compliqué. Et donc, je suis passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de fugues parce que justement, je supportais pas. Je supportais pas leur présence. J'avais vraiment envie de... Je préférais être seule qu'accompagnée. Pas mal accompagnée ou bien, mais juste accompagnée. Je voulais être seule. Et donc, du coup, je suis partie en fugue. Je me suis mise dans une sacrée position. Et voilà, après, je fais des trucs pas raisonnables du tout, quoi. Je me rappelle, comme je suis une fille, je m'habille en jupe et tout, à 5h du matin sur les routes, c'est pas top, quoi. Ça peut être risqué, entre l'alcool, les joints, les drogues, etc. C'est pas... pour une gamine de 15 ans, c'est pas top, quoi. C'est pas... Ouais. Sauf qu'après, quand on est en fugue, on se pose encore plus de questions. On sait qu'on est dehors et on sait qu'on peut rentrer, mais on n'a pas envie de rester dehors, on n'a pas envie de rentrer. On ne sait pas où c'est qu'on veut être en fait. On sait juste qu'on a envie d'aller mieux et de comprendre et d'avoir des idées plus posées. Et... En fait, on aurait envie de grandir, je crois. De grandir très très vite pour comprendre très très vite et prendre les bonnes décisions très très vite. Je crois que c'est ça en fait. Un jour, les voisins se sont étonnés du bruit que mon père pouvait faire ou les bruits de cris qu'il pouvait y avoir chez nous. Et donc ils ont appelé la police. La police est intervenue et elle a fait venir une éducatrice pour suivre la situation plus en détail. Mais déjà, à partir de ce moment-là, ça a changé parce que l'éducatrice nous faisait sortir au centre aéré, etc. Et elle nous posait beaucoup de questions sur la situation qu'il pouvait y avoir, etc. Et donc les services sociaux ont très vite été alertés. Voilà. Mais le déclencheur, ça a été le bruit en fait que mes parents faisaient quand ils se battaient, etc. Les voisins du dessous l'ont entendu, quoi. Et c'est de là qu'ils ont appelé la police, qui elle-même a dû mener son enquête et donc a fait intervenir une éducatrice spécialisée, quoi, pour suivre de plus près la situation. Et donc une fois que cette éducatrice est intervenue, quelques temps après, on a très vite été placé, quoi. 3 mois après qu'on soit placé, mon beau-père est mort en fait. Et donc moi personnellement, je l'ai très mal vécu parce que c'était quand même, il incarnait quand même mon père, même si c'était pas mon père biologique. Je suis tombé en quelque sorte en dépression, mais sans pas une vraie dépression, pas quelque chose qui se voit forcément, mais quelque chose qui, enfin, bien sûr, j'ai changé d'état en fait. C'est-à-dire que je perds des goûts à la vie en quelque sorte, quoi. Le décès de mon beau-père m'a beaucoup
m'a beaucoup fragilisé. Et, voilà. Et c'est tombé en concordance avec le fait qu'on soit placé en famille d'accueil. Je me rappelle qu'à cette époque-là, je culpabilisais un peu, enfin je regrettais d'avoir été placé pour cette raison-là. Donc, j'avais l'impression que ça pouvait avoir déclenché quelque chose, et puis malgré tout ce qu'il avait fait à ma mère et à moi, je l'aimais beaucoup, et donc le fait qu'il soit mort, ça m'a beaucoup, voilà, c'est la perte du père, quoi. Et j'ai fugué 7 mois après y être rentré, parce qu'un autre jeune avait décidé de fuguer, et moi j'ai toujours été plus ou moins influençable, donc je l'ai suivi. D'ailleurs, j'en tremblais au moment où il fallait partir. J'étais pas. Mon corps me disait peut-être ne pars pas, quoi. Gros. Mais moi, je préférais. J'avais une envie de liberté, j'avais un goût. Voilà, ça manquait de liberté en fait, c'est ça. On s'aurait cru dans un régime un peu spécial, enfin, c'était un peu autoritaire en tout cas. Et donc, je suis parti pour ces raisons-là. Donc, je me suis retrouvé très vite à traîner dans la rue, à faire la manche. Je dormais un coup chez ma mère, un coup chez des copains. C'était un peu ambigu. Enfin, mes copains étaient prêts à m'héberger, donc j'avais des amis, donc je pouvais être hébergé chez des gens, mais disons que malgré tout, je vivais à moitié dans la rue, à moitié, et le soir, je dormais soit chez des copains, soit chez ma mère. Donc c'était une situation qui ne pouvait pas durer sur le long terme. Dans ma vie, j'ai fait une quinzaine de lieux de placement en 6 ans. C'est-à-dire du moment où j'ai été replacé, c'est-à-dire à 13 ans, jusqu'à mes 19 ans, où en gros j'ai été placé à l'ASMO. Je me rappelle, elle m'apportait des pancakes au lit le bon matin et tout, avec du Nutella, jus d'orange, très bon moment et tout. On allait souvent au restaurant et tout. Et ensuite, j'ai dû partir parce que le mari est décédé. Il y a eu un cancer du pancréas en fait. Ouais, parce que j'ai appris là il n'y a pas longtemps que c'était un cancer du pancréas, c'était pas un kyste. Et on m'a toujours dit que c'était un kyste. Je commençais à faire des conneries. Pas de grosses conneries, mais je commençais à manquer de respect et tout. Pas devenir violent, mais avoir des comportements un peu dangereux. Enfin, pas dangereux, mais brutal. J'avais un comportement très nerveux. Envoyer tout le monde chier pour X raisons. Pourtant, on m'a prévenu et tout. J'étais bien dans cette famille d'accueil, mais je sais pas pourquoi. Ma femme, à cause de mon comportement, j'ai dû partir et tout. Ça a été la plus grande séparation pour moi. J'étais attaché à cette famille d'accueil parce que j'y suis resté quand même 13 ans. Donc, quand je suis parti de ma famille d'accueil, j'ai plus trop de contact avec ma mère. J'ai changé plein de fois d'endroit et je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas eu de contact avec ma mère, je l'appelle au téléphone et tout, mais je sais pas du tout pourquoi je la voyais plus. C'était un peu difficile pour moi parce que j'étais pas forcément très bien à certains moments dans des familles d'accueil. Je me rappelle, une famille d'accueil mettait des caméras dans le couloir et tout, et j'ai pas su trop le gérer et tout. J'étais seul, certes il y avait des jeunes pour m'aider, mais rien ne remplace l'amour d'une mère. Quand je suis rentré plusieurs fois en psychiatrie à Carrémo, à l'hôpital de Nîmes, pour les nerfs, parce que des fois je disjonctais, je pétais des câbles. J'ai pris plusieurs médicaments, j'ai pris du Risperdal, du Tertian, du Zyprexa, des Xanax, j'ai pris du Temesta, du Seresta, et encore plein d'autres que même pas je m'en rappelle. Et je suis rentré plusieurs fois en psychiatrie à Nîmes pour les nerfs parce que je pétais les plombs.
Chez ma mère, j'ai tout cassé à coups de poing, j'ai tout cassé la porte, je me tapais la tête dans les murs. Je demandais à l'aide en fait. Quand je pétais les plombs, c'est pas pour faire bien, pas pour se montrer. Je faisais ça parce que je demandais à l'aide. J'avais 18 ans, il m'a dit voilà Michael, tu préfères habiter chez ta mère, adoptive, ou rester en famille d'accueil, signer un contrat jeune majeur jusqu'à tes 21 ans. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben, je vais aller chez ma mère. Moi, je pourrais sortir quand je veux, je serai en liberté, je ferai ce que je veux. Résultat du compte, j'ai pas signé le contrat jeune majeur. J'ai dit, voilà, j'ai signé la signature. J'ai dit, voilà, je vais rester chez ma mère adoptive. Et bref, je suis resté 2 semaines chez elle, je commençais à péter les boulons, je prenais pas les médicaments, je pétais les plombs, je la menaçais, tu vois, je la menaçais, je prenais le couteau, j'y faisais peur. Elle me disait plante-moi, plante-moi. Moi j'étais pas bien, je voulais la tuer. Et ça s'est mal passé dans cette époque-là. Et bref, et après la police, ils m'ont cherché dans tout Nîmes. Nîmes, ils m'ont cherché la police, là-bas, qui me suivait de partout, j'étais grillé de partout. Après, j'étais placé en psychiatrie à Nîmes. Après, j'étais à la rue, je me suis retrouvé à la rue. Alors, je suis allé à Montpellier, je suis allé à l'assistante sociale à Corus, à Montpellier. Et voilà quoi. Je suis malade des nerfs, je suis un gosse, je vis dans une immense souffrance. J'ai la rage de vivre, j'ai les nerfs, j'ai la haine, tout ce qu'on peut imaginer. Et je suis suivi par la psychiatrie. On m'a reconnu schizophrène, la maladie de la schizophrénie. Moi, je me trouve normal. Après, les gens, peut-être, ils m'ont reconnu avec des troubles psychiatriques. Mais moi, je sais que peut-être même si je suis malade, au fond de moi, je suis très intelligent. Ben, la schizophrénie, il y a plusieurs sortes. T'as des malades schizophrènes qui entendent des voix. T'as des malades schizophrènes qui sont parano. T'en as, ils sont lunatiques. T'en as, c'est plutôt les psychopathes, ceux qui sautent sur les voitures. Moi, je suis plus dans cette truc-là. C'est tous ceux qui sautent sur les voitures, qui ont la rage, qui ont la haine, qui ont les nerfs, qui ont les crocs à mort. Moi, je suis plus dans cette truc. Moi, bon, peut-être avant, c'est vrai, quand j'étais dans le tram, j'étais un peu parano. Je croyais que les gens me regardaient, ils entendaient ce que je disais, qu'ils me voulaient du mal, qu'ils rigolaient de moi. Mais après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est peut-être ta maladie, je me suis dit. Et je m'en suis rendu compte. Les docteurs, ils m'ont reconnu schizophrène. Mais comme tout à l'heure j'ai dit, ça que ça me met les nerfs, c'est quand tu dis quand un gosse, un gamin, il dit la vérité à un docteur et que le docteur, il ose lui répondre, ça c'est ta maladie, alors que le gosse il dit la vérité, mais pour pas le faire souffrir, on lui dit ça c'est ta maladie, mais c'est grave ça, c'est très grave, c'est immonde même, c'est un truc de fou. Moi, je sais pas, il faut que les docteurs ils se remettent en question. Il faut qu'ils, petit à petit, me délivrent des sujets. Voilà, pourquoi ci, pourquoi ça. Même si ça met 2 ans, 3 ans, mais à chaque rendez-vous, toutes les 2 semaines, ils délivrent quelques mots, tu vois. Et petit à petit, jusqu'à savoir la vérité. Pourquoi ils disent au gamin, ça c'est ta maladie? Bon, j'avoue, peut-être je suis malade, je suis schizophrène, peut-être, je suis malade, peut-être. Mais quand un gosse il dit la vérité, quand il dit ça c'est ta maladie, alors que le gosse il dit la vérité, c'est quoi ce monde de fou?
Ben, je sais pas, après moi chacun son opinion. Ben, je me sens pas entendu, je crie à l'aide mais il n'y a personne qui m'aide en fait. Je crie à l'aide mais c'est comme si, comme dit, je me sens seul comme une bouteille à la mer. Je crie à l'aide mais il n'y a personne qui vient te chercher. Moi c'est ça, c'est pareil. J'ai des troubles comportementaux dus à la frustration. En fait, je sais pas, quand j'ai pas été habitué à dire non en fait. Dans la famille d'accueil où j'étais, la première c'était tout le temps oui, enfin c'était pas tout le temps, mais je sais pas, depuis mes 16 ans, 17 ans, de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, ça a été difficile, la frustration quand on me disait non, c'était vraiment très difficile. Je sais pas d'où ça vient, j'ai pas d'exemple, je sais pas du tout d'où ça vient, mais Tu faisais quoi? J'ai eu du mal à gérer la frustration. Je faisais des crises de nerfs, je pétais un câble et tout. D'où un jour j'ai été hospitalisé à la Colombière, à l'hôpital psychiatrique à Montpellier, pour une semaine et là-bas c'était vraiment l'enfer. Parce que en fait mon problème c'est que je garde en moi, je garde, et au bout d'un moment j'explose. Au bout d'un moment j'explose. Je suis quelqu'un de patient, de très très patient, de quelqu'un assez calme, j'aime bien lire, me détendre et tout. Donc, au bout d'un moment, quand ça pète, ça pète. En fait, je suis rentré dans un cercle vicieux où on prend des médicaments en fait. Enfin, depuis tout petit, je prends des médicaments, je peux prendre de la Ritaline pour mon hyperactivité, du Loxapac pour me calmer, plein de divers médicaments. Et ça m'a pas réussi. Moi, franchement, je suis pas de diagnostic aujourd'hui. Je sais, je prends des cachets, j'ai envie de les arrêter, mais franchement, ça m'a servi à rien. Mais je sais pas, parce que j'ai peur d'avoir une certaine dépendance. J'ai demandé et tout, mais on m'a dit non, sur les neuroleptiques, il n'y a pas de dépendance. Mais sérieusement, moi, j'ai envie d'arrêter les cachets parce que je me sens assez shooté. Enfin, en plus, ça m'aide pas à dormir parce que moi, ce que je recherchais dans les cachets, le but essentiel, c'est de réussir à m'endormir. Mais je sais pas, j'y arrive pas, et même, je sais pas, ça me shoote pas, mais je suis pas dans le même état, j'ai envie de faire n'importe quoi, je sais pas, je crie, enfin, je sais pas, je sais pas du tout comment expliquer, mais je me sens pas, je me sens les yeux fermés, pas trop actif, comme si j'avais un poids lourd sur moi. Mais maintenant, je vais arrêter de les cacher et tout, je vais me mettre à travailler et tout, et je vais arrêter de les cacher, ça va me faire du bien. Parce que ça fait depuis l'âge de, je sais pas moi, à peu près de mes 5 ans que j'en prends, et jusqu'à mes 18 ans aujourd'hui, c'est un peu lourd. Même autour de moi, j'ai des personnes qui me disent arrête de les cacher, je vois ce que ça a fait à ma mère. Après, pour moi, là, je vais vous donner mon avis, c'est un cercle vicieux, on commence à prendre des cachets. Après, vu qu'on prend des cachets, je sais pas, c'est mon avis, après on commence à être dans le domaine psychiatrique, à faire des séjours en clinique, on n'est pas bien. Et après, au final, on finit à l'HP. Enfin, c'est pas toujours comme ça, voilà, c'est un cercle vicieux, les cachets, je trouve. Quand on prend des traitements forts, quand on les mélange avec d'autres substances, admettons le cannabis ou l'alcool, ça fait pas très bon ménage et tout. Voilà, moi je suis contre les cachets, clairement, j'ai plus envie d'en prendre. J'ai été suivi par un psychologue en fait, qui me répétait constamment que si je souffrais tellement, c'est parce que j'étais surdoué et que en gros je devrais accepter ma surdouance. Mais jamais on a fait, le psychologue a fait le lien avec mes parents. Ça n'a pas beaucoup grande importance, mais j'ai eu 129 de QI, donc j'étais quand même, je suis considéré comme quand même quelqu'un de précoce intellectuellement. Peut-être que du coup, il a pensé bon de me dire ça et donc du coup, moi personnellement, j'étais un peu enfermé dans ce truc-là, c'est-à-dire pourquoi tu souffres?
bah, tu souffres parce que tu es plus intelligent et donc c'est pas grave, maintenant il faut que tu t'adaptes aux autres dans les foyers, etc. Faut que tu essayes de vivre avec les autres. Moi actuellement, je souffre d'anxiété, etc. Je sais pas, c'est peut-être lié à mon père, parce que je l'ai pas connu, donc peut-être qu'il n'y a pas que ma mère en fait dans l'histoire. Il y a eu une période où j'arrêtais pas de sortir, entre les fugues et mes envies de sortir. J'arrivais pas à rester 1 heure dans mon appartement, j'étais, ou en famille d'accueil ou quoi, mais j'étais en bas, sur les marches extérieures, en bas de l'appartement, j'étais toujours en bas. Jusqu'à ce que je tombe de fatigue, j'étais en bas. Et puis à une époque, des angoisses, et puis je me suis enfermée, et je suis plus sortie du tout, j'avais peur de l'extérieur. Je sais pas encore c'est quoi cette peur, mais j'y travaille. Et ouais, je pouvais plus sortir, j'avais l'impression d'étouffer, de plus avoir d'oxygène. J'avais l'impression que, c'est bête, mais que les gens me bouffaient mon oxygène. J'étais énervée contre le monde entier. Je me disais, mais ils vont m'écraser, ils vont me tuer. C'était une foule oppressante. Mais il pouvait y avoir 2 personnes, comme 1 million, ça aurait été pareil, quoi. Et du coup, ouais, je suis restée enfermée pendant plusieurs années. Je pouvais vraiment pas mettre un pied dehors, à part sous alcool ou médicaments. Et ça, c'était pas possible, quoi. Donc je me suis roulée aux médicaments, à l'alcool, puis je suis tombée dedans, et puis ça a été une très très mauvaise période, parce que c'est un gouffre, c'est une spirale, on a envie de s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut sortir. Pour sortir, vu qu'on n'y arrive pas sans médicaments, on en prend. Et comme on en prend, on tombe. On tombe, et plus on tombe, et plus on se dit jamais j'arriverai à remonter, vu que je suis déjà tombée assez bas, et de toute façon, si tu veux sortir, tu es obligé d'en prendre. Donc c'était vraiment très très compliqué. Je sais pas trop ce que j'ai été diagnostiquée, parce que j'ai jamais eu vraiment les comptes rendus, ni on m'en a trop parlé. On hésitait entre bipolaire ou pas, on m'a dit que non. J'ai lu borderline du coin de l'œil. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que c'est, donc je vais m'enseigner. Et voilà, ça fait bizarre de lire ça en fait. Je suis pas très bonne en anglais, mais borderline, ça se comprend, quoi. et on se dit, qu'est-ce que c'est mon problème? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est grave? Borderline, je suis à la limite, quoi. Donc on se pose encore plus de questions vu qu'on n'a pas de réponse. Sauf qu'on ne sait toujours pas c'est quoi les questions à poser. On se dit, est-ce que je vais être maladroite en posant ma question? Est-ce que rien que ma question, il va l'interpréter borderline? Est-ce que je vais employer les mauvais mots? Est-ce que je vais être violente dans mes mots? Est-ce que... En fait, en fin de compte, on n'a pas envie de poser de questions de peur de paraître bête ou méchant, quoi. Personne ne m'a jamais dit ce que j'avais. Donc aujourd'hui, je suis dans le flou. Ouais. Avec un mot en tête, borderline. Mais c'est vrai qu'avec tous ces suivis, il n'y a personne qui nous dit réellement, si tu veux ces infos-là, tu peux aller là. Tu peux demander à un tel, tu peux faire, tu peux. On ne nous dit pas tu peux. On nous dit qu'il faudrait que tu fasses ça. Mais c'est vrai que les hospitalisations, il y en a eu énormément. Courtes ou longues, il y en a eu beaucoup. Et dans un sens, je voulais y rentrer. Et quand j'y étais, je comprenais que j'étais pas folle et que c'était pas là ma place. Et j'avais envie de sortir et de faire ma vie, mais bien. J'avais envie de prendre les bonnes décisions, j'avais envie de m'en sortir. Mais quand j'étais à l'extérieur, je voulais y rentrer. C'était comme un cocon, c'était comme une sécurité. Il y avait des infirmières, des infirmiers, il y avait des médecins, des psys, peut-être qui m'écoutaient, mais j'avais pas l'impression qu'ils me comprenaient, mais au moins ils faisaient semblant. C'est vrai qu'après j'y réfléchis et je me suis dit, vu que mon père a été enfermé, et que beaucoup de femmes du côté de ma mère ont été en prison, etc., je me dis, mais pourquoi je serais l'exception en fin de compte? Donc c'est vrai que peut-être involontairement j'ai voulu être enfermée pour ça. Je pense que si je m'étais plus livrée, peut-être que... ou si j'avais peut-être indiqué comment m'aider. Mais je ne savais pas forcément. Et ça, c'est très très compliqué. Parce qu'on a envie d'être aidé, on a vraiment envie. On a envie d'aller mieux, de s'en sortir. Quand on va voir un psy, on nous dit c'est quoi qui va pas? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui va pas chez moi, parce que moi je trouve pas. J'ai cherché, mais je sais pas. Et c'est super compliqué parce que du coup, c'est
C'est des questions sans réponse, c'est des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, moi je me disais, ma vie est un gros point d'interrogation, mais sans phrase, sans lettre, sans aucun mot. Il n'y a qu'un point d'interrogation, je ne connais même pas la question. Et c'est dingue. J'ai envie qu'on me donne la question. Ouais, je pense qu'il devrait y avoir vraiment un vrai suivi. Pas quotidien non plus, mais régulier. Ouais. Et qu'on écoute. Et qu'on ne fasse pas que ok, je vois. Voilà. Un vrai dialogue, pas qu'une personne devant nous qui nous regarde et qui nous dise ah oui, vous en pensez quoi? Mais après, le regard que je porte sur ma vie passée avec ma grand-mère, au début, j'arrivais pas à voir que c'était important, ça par contre. Mais aujourd'hui, j'ai très bien compris qu'il aurait fallu que j'en parle plus tôt. Parce que c'était pas sain. Je pouvais pas rester avec une dictatrice à la maison. C'était pas possible. J'aurais dû m'épanouir différemment et aujourd'hui, ça aurait eu un meilleur impact, je pense. Même avec mon vécu avec mes parents. Parce que, bah oui, il y a eu le trauma, mais il y a eu surtout le vécu après. Le suivi avec ma grand-mère, c'était pas possible, c'était l'omerta, ouais, tout est tabou, on dit rien, on se tait, faut pas faire de bruit, faut pas se faire remarquer à l'extérieur, faut toujours être caché, faut être caché. Et moi je me cachais dans ma tête et dans ma chambre. Donc du coup forcément, je pense que les angoisses que j'ai eues après résultent de ça, parce que du coup je pense que j'ai pas compris où être, soit dedans, soit dehors. Je savais pas, donc je pense que je suis allée dans les extrêmes pour ça. Aujourd'hui, plus de contact avec mon père. Non, plus de contact du tout. De toute façon, j'ai pas forcément envie d'en avoir. Peut-être que quand il aura 80 ans, je me dirai, bah tiens, on va lui faire un coucou. Mais pas là, non. Je lui en veux d'avoir gâché ma vie, mais c'est pour ça que je disais, je comprends pas encore tout à fait, mais je lui en veux d'avoir gâché ma vie, mais pas en tuant ma mère. Je lui en veux d'avoir gâché tout ça, tout ce pan de ma vie à cause de son erreur qui m'a obligée à passer par là, à rester avec ma grand-mère, à subir tout ça, quoi. Toute cette pression, tout cet enfermement, toute cette tension qu'il y avait au quotidien, ce quotidien, quoi, cette vie. J'aurais dû en avoir une autre. J'arrive pas à en vouloir à mon père, mais cette haine que j'ai, je la reporte sur ma grand-mère. Donc peut-être que quand j'aurai compris que c'est pas ma grand-mère, mais à cause de mon père, je pense que la colère s'inversera. Et peut-être qu'après la colère viendra l'apaisement. En ce moment, je parle ni à mon père ni à ma mère. Alors on va commencer par mon père. Mon père, je parle pas parce que c'est pas un bon exemple. Au lieu d'avancer, il va me faire plus enterrer. Et puis, je l'aime pas, je vais le dire clairement. Je l'aime pas. Non, je vais le dire. Même qu'il m'en juge pas. Et ma mère, en ce moment, je lui parle pas. Parce que je la supporte pas. Plus je grandis, moins je l'aime. Voilà, c'est comme si j'avais pas de parents. Je suis comme un orphelin un peu. Je me sens un peu abattu. Moi, je vais dire pourquoi j'aime pas mon père. Parce que déjà, il m'a abandonné. 2, il fait des enfants, il s'en occupe pas. Il fait ça pour avoir les noms, le prénom, pour toucher les allocations familiales. 4, il est tombé pour viol. C'est un pédophile. Je vais le dire, c'est la vérité. Moi, je dis ce que j'ai à dire. C'est un pédophile. Moi, j'aime pas les pédophiles, j'aime pas les violeurs, j'aime pas les pointeurs. Je supporte pas tout ça. Voilà pourquoi je l'aime pas. Parce que c'est qu'un vicieux, c'est qu'un pervers. Et ma mère, elle, elle est pas méchante. Elle est pas méchante. Mais de savoir que c'est pas ma vraie mère, ça me met en boule. Ça me retourne l'estomac. Ça me met à l'envers. Voilà. Et j'en souffre. Martyr. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait d'avoir des parents comme ça? Qu'est-ce que j'ai mérité quoi pour avoir cette vie? Des fois, je me pose la question, c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai fait quoi? J'ai fait du mal. Peut-être que si j'ai été, mettons, exemple, réincarné,
Exemple, peut-être que j'avais une vie avant, j'ai fait du mal, et pour se venger, on m'a fait du mal dans cette vie. Peut-être c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Ma mère, je l'ai pas trahi, mais j'ai eu des gros clashs avec elle, mais je veux lui dire qu'aujourd'hui je l'aime. Voilà, je l'aime profondément et tout. Malgré, on a eu des hauts et des bas. C'est quelqu'un de très important à mes yeux, c'est quand même elle qui m'a élevé. Elle m'a élevé, certes, pas autant que ma famille d'accueil, mais elle a réussi à m'élever quand même. Quand j'entends certaines personnes avant qui disaient ouais, ma mère je l'aime pas et tout, moi ça me gênait pas, mais maintenant aujourd'hui, je me rends compte de ce qu'elle a fait pour moi et tout. Malgré ces difficultés, parce que dans la famille on a tous des difficultés, ça c'est normal, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Et ma mère, ouais, je l'aime plus que tout, et puis voilà. Je pense que j'aurais très bien pu ne pas tomber dans la situation dans laquelle je suis tombé, c'est-à-dire que n'importe quel jeune peut éviter parce que je vais le dire quand même, j'ai été hospitalisé pour des troubles divers. Vous savez, en psychiatrie, le problème c'est qu'il y a beaucoup de maladies, on ne sait pas très bien, c'est très ambigu. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, je trouve que la psychiatrie est très ambiguë. Et donc, je pense qu'il faut être très tôt suivi par un pédopsychiatre ou par quelqu'un qui puisse répondre à ces questions complexes que peuvent se poser ces jeunes-là en difficulté, surtout à l'adolescence. C'est le moment le plus important, je pense, pour les jeunes qui sont placés, tout jeunes d'ailleurs, même les autres, mais principalement pour ceux-là, c'est plutôt à l'adolescence que se posent des questions, et donc c'est plutôt à l'adolescence qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse y répondre, quoi. Et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. C'est ce passage entre quand je suis rentrée à la DAS à 3 ans, quand j'en suis sortie, il n'y a eu aucun suivi. Mais aucun. Dans le cocon familial, c'était... on est seul en fait. On est tout seul et il n'y a personne qui nous dit si jamais ça va pas, il y a des solutions. Parce que quand on rentre dans un foyer, je pense que c'est pas forcément pour rien, et quel que soit le cas, on y est rentré quand même. Donc il doit y avoir un suivi, mais pas que du jeune, pas que l'enfant qui est rentré. Si l'enfant est rentré, c'est pas pour rien, c'est pas le problème de l'enfant, surtout à cet âge-là. C'est pas. Ou alors il y a un problème, mais c'est aussi les parents, l'entourage, la famille, ou la famille d'accueil, ou n'importe quoi. Il y a un souci. Et ce que je reproche à ces gens à ce moment de ma vie, c'est qu'ils n'ont pas posé de questions à ma grand-mère. Ils n'ont pas fait de suivi psy avec ma grand-mère, parce que je pense que ça serait nécessaire chez certaines personnes, parce que ma grand-mère savait très très bien parler, elle savait quoi dire et à qui le dire, et elle savait se faire passer pour la gentille et la grand-mère aimante et généreuse et qui savait donner, alors que pas du tout, c'était la grand-mère très rigide, donc psychorigide, surtout avec un passé comme ça, c'est pas super. Il a fallu que ma mère se défenestre pour que des gens suivent notre situation, quoi. Alors que j'avais été placé, et voilà. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui est dite normale, et ben, cette personne, on lui fait confiance, et on n'est pas... on ne suit pas la situation des enfants, même s'ils ont été placés, etc. Généralement, vous êtes placés pour des bonnes raisons. Mais généralement, quand vous retournez chez vous, c'est que, bien évidemment, il y a eu un changement de situation. Ma mère a rencontré mon beau-père, etc. Je ne sais pas si, quand on retourne chez soi, si c'est vraiment légitime, en fait. Et si c'est vraiment une bonne chose, en fait, pour l'enfant qui est placé. Peut-être que, vu qu'il a été placé très jeune, il vaut mieux qu'il reste placé le plus longtemps possible dans la même famille, histoire d'avoir une stabilité, quoi.
Le placement, c'est déjà quelque chose qui vient dire qu'il y a un problème. Donc si vous retournez chez vous, c'est comme si on vous disait que le problème n'existait plus ou qu'il avait disparu, alors que c'est pas le cas. Donc le fait que mon beau-père meure m'a beaucoup atteint. Du coup, je suis tombé dans une sorte de dépression, même si ça n'en était pas une vraiment. Enfin, j'en sais pas, pas officielle en tout cas, officieusement j'étais dépressif en tout cas. Personne ne s'en est rendu compte. J'étais suivi par un psychologue qui pendant cette période de dépression a dit que en gros si j'étais dépressif c'est parce que j'étais surdoué et que du coup ça pouvait expliquer ma dépression, etc. Et donc du coup moi j'ai fait comme si c'était normal de ne pas aller bien, etc. Donc je me suis habitué à pas aller bien. Les gens, donc je suis allé dans la famille d'accueil dans laquelle j'étais m'a viré. J'avais besoin d'être avec des gens qui m'écoutent et qui fassent le lien avec, comment dire, le problème avec mon psychologue, c'est qu'il m'écoutait, il était très compétent, je pense, là-dessus. Il, il émettait des idées, etc. Mais le problème, c'est il ne rendait pas compte de tout ce qui se disait avec les familles d'accueil, par exemple. C'est pour ça, en gros, que j'ai été viré la première fois. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu dire à cette dame chez qui j'étais placé que j'avais des problèmes liés à mon beau-père, que j'étais en quelque sorte dépressif, et qu'il aurait pu dire les véritables raisons à cette dame, mais il ne l'a pas dit. Donc du coup, voilà, disons que je suis resté sur un échec très jeune, c'était 13 ans, c'est le début de l'adolescence. Je suis rentré dans l'adolescence très durement parce que j'ai été viré à 13 ans, enfin à 14 ans. Je suis resté sur cet échec en fait pendant toutes mes années de placement. Je suis resté sur cet arrière-goût un peu amer de mon premier placement en fait. Aussi ce que je regrette c'est peut-être de ne pas avoir été suivi par un pédopsychiatre, quelqu'un qui aurait pu peut-être m'alarmer un peu plus tôt sur les problèmes que je pouvais courir en étant enfant d'adultes handicapés. Voilà. Mais ça aussi, ça fait partie des regrets que je peux avoir. À partir de l'adolescence, je me suis posé plein de questions. Et une des premières questions qui m'était venue à l'esprit, c'est pourquoi ma mère est comme ça et est-ce que ça se transmet génétiquement. Je me suis très vite posé ces questions-là, mais malheureusement, j'avais personne pour y répondre. C'est-à-dire que j'étais suivi par des éducateurs, etc. Mais les éducateurs n'avaient pas les compétences de répondre à cette question. Moi, j'ai eu de la chance d'être avec un très bon psychologue, mais malheureusement, il aurait peut-être fallu que je sois suivi par un pédopsychiatre, peut-être. Par quelqu'un qui, au-delà de l'oral et du fait de parler, fasse des liens avec la génétique, avec mes parents, etc., etc. Alors moi, si une personne elle m'aurait dit, Michael, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme vie, qu'est-ce que tu aurais aimé vivre depuis petit? Eh bien déjà, avoir une mère normale, qui n'ait pas de problème psychiatrique, qui n'est pas malade des nerfs, qui est une femme normale qui arrive à te comprendre quand tu lui parles. Avoir un père normal aussi, qui est une mère qui me fait des câlins, même si elle m'a adopté, mais qui me fait des câlins, qui me donne de l'amour. Un père normal, avoir avoir de l'amour. Ah ouais, ça aurait été parfait si j'aurais pu rester jusqu'à mes 18 ans là-bas. Après, j'aurais connu l'asthme sûrement, peut-être. Je sais pas du tout. Et après, ça aurait été une autre vie, c'est sûr. Ça aurait été une autre vie. Ça aurait été, je sais pas, ça se trouve, il y aurait eu des événements. Je sais pas, on peut pas savoir. C'est pas passé, enfin, on peut pas savoir, mais
pense que ça aurait été mieux, sincèrement. Et je suis encore suivi par l'hôpital psychiatrie, par un docteur qui me suit. Toutes les 2 semaines, elle veut me voir pour savoir si je vais bien, pour voir si ça va, si j'ai pas de problème, si j'ai pas vécu encore des choses en plus. Et... Je vois aujourd'hui, je fais plus attention à ma mère qu'avant. Enfin, avant, je l'aimais beaucoup, bien sûr, mais aujourd'hui, je fais plus attention à elle parce que il se passe des choses un peu difficiles et tout avec elle. Il se passe des moments un peu de clash. Et voilà. Mais là, je reste très près d'elle et tout. Je prends soin d'elle. À chaque fois, elle m'appelle, elle me demande de lui faire les courses. J'y vais en courant. Voilà, je lui fais les courses tranquillement. On passe un bon moment. Là, par exemple, le lundi avant qu'elle parte, parce qu'elle va déménager mardi sur Limoux. Donc lundi, je vais aller la voir. Et, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas, je vais profiter pleinement d'elle. Je vais bien profiter d'elle. Je suis sortie de l'association, je suis sortie de tout ce système bizarre. Et puis j'ai l'impression de remonter la pente doucement, j'ai l'impression d'en sortir à mon rythme. Et puis ouais, j'ai rencontré mon copain, donc oui, ça joue énormément, vu que c'est une personne, quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance, on l'écoute et on a quand même son cerveau, on analyse aussi, on n'est pas con. Et puis ouais, c'est apprendre à faire confiance. Après, c'est pas facile parce que souvent quand on passe par les foyers, les ci, les ça, on perd beaucoup confiance en les autres et en nous-mêmes. Donc c'est pas top. Mais il faut avoir envie. Donc voilà, moi j'ai eu envie, j'ai toujours eu envie de m'en sortir. Après c'est vrai que je savais pas comment faire, mais j'ai essayé. Et puis j'y arrive. J'ai compris que je pouvais y arriver, donc c'est déjà bien. J'ai pas plus rien à perdre, j'ai retrouvé l'envie. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui sont dans la même situation que moi, qui ont des parents qui ont des problèmes psychiatriques, c'est déjà d'éviter d'avoir peur. Parce que la peur, même en psychiatrie, c'est pas bon. Donc ça peut développer des problèmes d'anxiété, etc. Il faut pas avoir peur. Je pense qu'il est très important qu'il y ait de la pédagogie par rapport à ce qu'est la psychiatrie. Parce que moi, personnellement, j'ai souvent eu peur de ce mot, étant donné que ça me rappelait ma mère, etc. J'ai souvent eu peur de ce mot. Je pense qu'il faut faire confiance à des gens qui ont des diplômes en psychiatrie, qui connaissent bien le domaine de la psychiatrie et qui qui peuvent répondre à des questions qui sont liées à la psychiatrie, notamment qui puissent donner des informations, parce que c'est important que les jeunes qui ont des parents qui ont des troubles psychiatriques puissent être informés de cela et puis des conséquences que ça peut avoir sur eux-mêmes, quoi. Je pense que c'est très important. Et surtout pas avoir peur, quoi. La peur, c'est un piège, quoi. Je pense que si je devais conclure... Prisonnier de moi-même, n'ayant qu'elle comme repère, que serait ma venue au monde sans l'amour de ma mère. Sa présence m'apaise, elle ne m'apporte que du bonheur. J'entends une mélodie d'amour quand j'écoute ses battements de cœur. Sa voix résonne dans ma tête, telle une sérénade qui me réconforte et me porte face à la dureté de la vie. Je vis une vie de rêve, quand dans ses bras je m'endors. Ma folie c'est ma mère, mais ma mère c'est mon trésor. Elle n'a pas attendu qu'on l'aide pour porter sa peine à bout de bras. Ma mère elle a plus de valeur que toutes celles qui passera sous mes draps. Elle en a vu des choses et mon amour pour elle
est aveugle et comme elle, y en a pas deux. Là j'ai plus de sourire que de larmes sur la feuille et je la rendrai fière. Petit Mathias a bien grandi, si l'amour est une flamme, je dirais que ce texte est un incendie. Et pardon pour mes humeurs, maman t'es la meilleure, tu sais, une pensée pour que tu reçoives les louanges du ciel. Ma mère c'est ma folie c'est ma mère. C'est elle qui m'a accueilli quand j'ai mis le pied sur la terre. Ma mère c'est ma folie c'est ma mère. J'ai pas besoin de guérison, moi j'ai le cœur dans la tête. Ma mère c'est ma folie c'est ma mère. C'est elle qui m'a accueilli quand j'ai mis le pied sur la terre. Ma mère c'est ma folie c'est ma mère. J'ai pas besoin de guérison, moi j'ai le cœur dans la tête.